Ma rencontre avec Mélissa Miron est née d'un statut sur LinkedIn. On a d'abord abordé cette question épineuse et on a aussi surtout parlé de son parcours à elle. Salut, je suis Mélanie Allé, consultante en marketing numérique et fondatrice de l'agence Synapse Marketing. 180 degrés est un podcast qui a pour mission de mettre en lumière la réalité des entrepreneurs et des solopreneurs d'ici. Parce que l'entrepreneuriat n'a rien d'une belle grande ligne droite. J'ai à cœur de te faire découvrir des entrepreneurs passionnés qui ont pris leur virage à 180 degrés pour vivre une vie riche de sens. Je vais également aborder avec toi les sujets qui me passionnent, comme la création de contenu, l'écosystème numérique, le marketing par courriel, les structures organisationnelles et plus encore. Tout ça dans le but de t'offrir les ressources qui te permettront de te tailler une place de choix parmi les géants. Bienvenue dans l'univers de 180 degrés. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans cette première entrevue de la saison 2 du podcast. Je suis très fébrile de reprendre le micro avec une invitée et non pas toute seule dans mon bureau. Et aujourd'hui, en fait, j'ai le plaisir de recevoir Mélissa Miron, qui est coach d'affaires et conférencière. Et pour la petite histoire, en fait, j'ai publié il y a quelques semaines sur mon profil LinkedIn une publication dans laquelle je disais que j'étais un peu tannée de voir que certains entrepreneurs, en fait, utilisaient leur chiffre d'affaires comme argument principal de marketing. Et Mélissa est entrée en contact avec moi pour me dire qu'elle en avait long à me dire sur le sujet. Alors, j'ai pensé que c'était une excellente idée de l'inviter sur le podcast pour discuter, entre autres, de ce sujet-là. Donc, officiellement, bonjour Mélissa, merci d'être là. Ben, merci à toi de l'invitation. Bonjour Mélanie, bonjour à tes auditeurs. Je suis vraiment contente que tu sois venue me jaser aujourd'hui parce que je reconnais en fait dans ton approche beaucoup de similitudes ou plutôt de valeurs communes. Donc, je pense que ça va être vraiment une belle discussion aujourd'hui. Je suis très contente que tu sois là. Ben, je suis très contente que tu aies saisi la balle au bon, qu'on vienne se jaser de ça, mais pas en privé, que tu offres ça à ta communauté. Je trouve que c'est une belle preuve que tu as le goût de rendre ton propos accessible à eux et de différentes façons. Et je trouve ça très cool. J'ai hâte de voir qu'est-ce qui va ressortir de notre discussion. Oui, c'est ça, parce que pour la petite histoire, là, on n'a pas eu la discussion finalement encore en privé. Vous allez être témoin de tout ça, ça va être génial. Vous allez être aux premières loges de tout ça. Mais avant qu'on aborde cette délicate, disons, approche marketing, j'aimerais en fait peut-être qu'on parle de ton parcours. Parce que là, c'est sûr que moi, je suis allée voir ton profil LinkedIn, je suis allée regarder ce que tu faisais. Je te suis depuis un petit bout, mais je voulais voir quel était, disons, ton parcours, là, disons, qui t'a mené jusqu'au coaching. Et là, j'ai vu que tu avais travaillé aussi dans le monde du voyage. Donc, un monde qui est moins en vogue depuis 2020, là. Mais je ne sais pas si tu pouvais nous faire un petit topo, en fait, de ton parcours qui t'a mené, dans le fond, à ce que tu fais aujourd'hui. Bien sûr, je pense que la meilleure façon de prendre le raccourci pour mon parcours, c'est de revenir au fait que moi, je suis une exploratrice. Pour moi, la vie, c'est un grand terrain de jeu, puis on est là pour évoluer, apprendre, expérimenter les choses par nous-mêmes. Donc, moi, quand j'étais milieu secondaire, je voulais m'en aller soit en psychologie ou en enseignement. Mais j'étais complètement découragée par le nombre d'années d'études universitaires qu'il allait avoir devant moi. Parce que pour moi, l'école, ce n'était pas la vraie vie. Moi, je ne voulais plus apprendre dans les livres, je voulais aller faire des choses. Mes parents sont des entrepreneurs, comme on dit, self-made, donc par eux-mêmes. Puis je les voyais essayer des choses. Des fois, ça fonctionne, des fois, on s'ajuste. Puis je ressentais cette énergie-là en dedans de moi. Et c'est ce qui fait que j'ai décidé au lieu d'aller faire un parcours collégial en sciences humaines, d'aller faire une technique en administration des affaires en me disant, bien, ça va m'aider dans tout dans la vie. Puis avec une technique, bien, j'avais l'impression d'avoir un peu une possibilité de sortie avant peut-être le 8 ans là, avec les études universitaires en psychologie. Et au fil
de l'administration, ben, j'ai réalisé que moi, j'étais beaucoup plus dans le volet humain et marketing que fiscal, comptable et compagnie. Et là, je me suis dit, OK, mais des ressources humaines, du marketing, il y en a partout. Ça ne me dit pas plus dans quoi je veux travailler. Et à cette époque-là, je venais de faire mon premier voyage. Moi, depuis que j'étais toute petite, je faisais des crises en boule à mes parents pour voyager, pour prendre l'avion, et personne dans notre entourage voyageait. Fait que c'était comme bien weird. Mes parents ne comprenaient pas d'où ça venait, cette passion-là. Et là, je venais de faire mon premier voyage, prendre l'avion la première fois, aller mettre les pieds dans la mer la première fois. Et j'avais eu ce sentiment de « c'est ça la vie ». Pour moi, là, c'était vraiment la métaphore d'être exploratrice de la vie. Et j'ai reçu une belle publicité du collège April-Fortier qui disait « Devenez agent de voyage, un cours de, je pense que c'était 6 mois, incluant le stage. » Wow. Alors ça me parlait pour la fille qui veut aller vite, qui a le goût d'avoir des études puis d'aller se mettre les pieds dedans, comme on dit. Donc, je suis allée faire cette formation-là. Et ça m'a amené à travailler ensuite de ça 15 ans dans l'industrie touristique, en agence de voyage. Et j'ai, si on peut dire, terminé ma carrière par avoir ma propre agence de voyage pendant 5 ans. Et c'est vraiment là que j'ai appris à être entrepreneur, que j'ai appris le marketing, que j'ai appris la vente, mais au-delà de ça, que j'ai appris les relations humaines, la communication et combien le voyage, c'est une métaphore de vie pour tout le monde. Il y a toujours des raisons pourquoi on veut voyager, pourquoi on a peur de voyager, derrière les choix de destination qu'on fait. Et ça a été vraiment... Maintenant, je réalise que c'était la même Mélissa en quelque part. Je ne suis pas devenue coach. Je pense que j'étais coach, mais je ne savais pas c'était quoi. Donc, le désir que les gens aient une vie et des expériences qui leur ressemblent, qui sont authentiques à la hauteur de leurs attentes, c'était là. La fille qui posait 25 questions avant de recommander un hôtel ou une destination était là. Donc, ça a été vraiment là que j'ai appris aussi à mieux communiquer. Je dis souvent que le voyage, c'est de rendre l'intangible tangible, de demander à quelqu'un de te donner des milliers de dollars pour quelque chose qui n'existe pas encore puis qui n'existera pas vraiment. Donc, comment on rend ça concret? Comment on explique ça, tout ça? Et c'est à travers ça que j'ai développé toutes les compétences qui me servent maintenant puis qui vont me servir toute ma vie, peu importe le rôle que je vais occuper, parce que pour moi, j'ai à l'essayer, j'ai à l'apprendre en le faisant. Donc, c'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Et lorsque j'ai eu mon garçon, petit bébé, 3 jours de congé à peu près, tu retournes gérer ton agence, ton équipe. Oh, OK. Je me suis dit, ouais, là, c'est peut-être plus le style de vie qui me convient. Alors, j'ai commencé à réfléchir à la possibilité de vendre mon agence, mais je ne savais pas qu'est-ce que je ferais. Donc, c'était comme insécurisant. Mais du matin où ça a été clair dans ma tête que gérer l'agence, en plus de conseiller des voyages aux gens, d'avoir tous les chapeaux, plus le chapeau de maman qui s'ajoutait, ça allait plus être ça. Bien, en quelques mois, il y a eu un espèce de fil d'Ariane qui s'est créé, où est-ce que j'ai une de mes conseillères qui est venue, qui m'a demandé un rendez-vous, dans le fond, pour me rencontrer, pour me partager son projet de s'ouvrir une agence d'ici 2 ans. Puis moi, j'ai proposé d'acheter mon agence. Wow. Et ensuite de ça, pendant le processus, cet agent-là a vu passer une offre d'emploi pour une charge de cours au Collège April-Fortier. Puis elle a dit, il me semble que tu serais bonne pour aller enseigner, puis tout ça. Ça m'a comme ouvert une porte. Finalement, j'étais allée enseigner à une autre école de tourisme. Puis je pense qu'après 3 cours, c'était clair que pour moi, enseigner les capitales puis comment réserver des voyages, c'était pas ça le plus important, là, tu sais. C'était de leur demander pourquoi ils veulent faire ce qu'ils veulent faire, quel genre de clients ils veulent servir, c'est quoi leur niche, où est-ce qu'ils se voient, dans quel genre d'agence ils veulent être, une petite agence de proximité, une grande agence avec des spécialités, dans un grand centre d'appel CA. Et là, il y a des gens qui ont commencé à me dire « Toi, tu serais vraiment bonne coach. » Mais moi, je ne savais pas c'était quoi. Puis là, je disais « OK, c'est quoi au juste? » Puis je voyais ça un peu comme un mentor. Fait que j'avais l'impression que c'était peut-être plus tard dans ma vie. Je ne saisissais pas. Et ça a été un concours de circonstances, un soir de conférence, où est-ce que pendant l'entracte, il y avait des petits kiosques, là, puis je me promenais. Puis il y avait un kiosque d'une école de coaching.
avec la belle bannière devenez coach de vie ou coach d'affaires. Puis j'ai dit, ça se peut, ça? Je suis allée m'informer. Il y avait une super bonne stratégie marketing avec une rencontre d'information gratuite la semaine suivante et le début d'une session un mois plus tard. Et donc. Et en 1 an, ma vie a vraiment pris un autre essor. Puis, je suis allée suivre la formation, puis j'ai décidé d'ouvrir ma pratique de coaching. Donc, ça remonte à 2012-2013. Et maintenant, on s'en va lentement, mais sûrement vers le 10 ans. Là, je suis dans ma 9e année, donc c'est très cool. Puis au départ, là, ton coaching, tu t'adressais à qui? Est-ce que c'était un peu la même clientèle ou ça s'est comme resserré ou peaufiné avec le temps? Moi, je suis allée étudier l'approche de coaching PNL, programmation neurolinguistique, parce que ça rejoignait mon désir de psychologie, mon désir de comprendre l'humain. Et j'avais vraiment l'impression qu'avec les bases que j'avais eues en administration, au niveau de la technique que j'avais suivie et ce que j'avais expérimenté en petite entreprise en ayant mon agence, que j'avais la compréhension, on va dire, générale pour accompagner des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes. Et depuis le début, c'était clair que j'allais être vraiment au croisement de la vie personnelle puis de la vie d'entrepreneur, tu sais. Puis ça fait drôle à dire parce que ça a toujours été clair pour moi que ça n'allait pas être clair, mon positionnement, que j'allais vraiment être au croisement de c'est pas du coaching de vie dans le sens je me sépare ou je veux perdre du poids, mais c'est pas du coaching d'affaires dans le sens où l'entité d'entreprise est distincte puis on parle juste de plan stratégique de 5 ans. C'est vraiment ta vie d'entrepreneur qui t'es et ce que tu fais. Où est-ce que ça se croise pour que, dans le fond, le choix qu'on a fait d'être entrepreneur, ça représente vraiment ce à quoi tu aspirais. Parce qu'il n'y a rien qui si je peux dire, qui m'attriste le plus, c'est de voir autant de travailleurs autonomes. Et là, peu importe comment vous vous qualifiez, là, freelance, solopreneur, entrepreneur, mais de gens qui ont fait le choix audacieux de dire je veux être à mon compte, je veux me partir quelque chose, puis qui travaillent plus qu'avant pour moins d'argent qu'avant, qui voulaient être libres, qu'ils sont moins, qui voulaient faire juste ce qu'ils aiment, puis qui font toutes les tâches plates de l'entreprise, qui voulaient changer le monde, contribuer, puis qui sont complètement désabusés, puis qui se disent « Ah, finalement, tu sais, l'entrepreneuriat, c'est dur, puis, tu sais, c'est crève-faim. » Je me dis « Non, attends une minute. Il y a vraiment quelque chose à faire et moi, je veux t'aider à cheminer là-dedans. » Fait que c'est ça qui est devenu la prémisse de ce que je fais maintenant. Donc, dans certains cas, on travaille beaucoup au niveau de l'identité de la personne et du style de vie entrepreneurial. Dans d'autres cas, on va être dans l'alignement d'actions qui vont être plus intentionnelles en clarifiant un petit peu. Tu sais, je sors souvent si je peux dire, du paradigme de mission-vision pour aller plus vers OK, mais c'est quoi ta définition de succès? OK, mais ce serait quoi ton entreprise idéale au quotidien, là? Pas l'entité, la bâtisse, l'organigramme, toi, là. Tu te lèverais le matin, tu ferais quoi? Qu'est-ce que tu aimerais de ta journée? Qu'est-ce qui te ferait dire le soir, aïe, aïe, j'en reviens pas que c'est ça ma vie et que je génère de l'argent en faisant ça? Ça semble très banal, mais pourtant, nos bases sont vraiment à solidifier dans beaucoup de cas et je le fais régulièrement pour moi-même aussi. Et je pense que c'est là où ma personnalité d'exploratrice puis d'expérimenter m'amène à essayer différentes choses, des techniques, je lis des livres, des trucs et de le repartager puis d'amener les gens à dire « OK, mais si ça ne fonctionne pas comme ça, on va trouver une autre façon. » Et c'est de là que je suis anti-recette toute faite. Et que ceux qui me connaissent bien savent que si on veut me faire dresser les poils, on dit une phrase avec plein de « il faut » dedans. Pour réussir, il faut faire ça. Pour faire de l'argent, il faut faire ça. Pour avoir une bonne présence sur les réseaux sociaux, il faut faire ça. Non, il ne faut rien. C'est toutes des possibilités. Ça peut marcher pour quelqu'un, ça peut entrer dans son style de vie, ça peut répondre à ses valeurs, peut-être pas pour toi. Tu peux appliquer la même recette que quelqu'un qui fabrique le même produit que toi, dans la même région que toi, puis lui, il en vend 100 000, puis toi, tu en vends 3. Il n'y a pas de raccourci et il n'y a pas d'équation infaillible. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup plus avec l'humain, avec la partie comment on est un peu conditionné, comment on agit, qu'est-ce qui fait qu'on répète les mêmes choses,
qu'est-ce qui fait qu'on adhère à certaines choses plus que d'autres? Parce que peut-être les gens à qui on a confiance font ça. Donc, d'aller un petit peu prendre du recul là-dessus, sur qui on est puis comment on agit, pour ensuite de ça, revenir à qu'est-ce qu'on fait puis comment on le fait, puis faire les ajustements nécessaires. Et c'est rarement des virages 360 parce que c'est souvent ça que les gens craignent, de se faire dire qu'il faut carrément qu'ils fassent autre chose. Mais il y a moyen d'ajuster les voiles puis de s'aligner un peu plus vers l'horizon que nous, on a le goût de viser. Je dis souvent à la blague, j'ai une de mes amies qui, elle, tripe sur le camping et les roulottes, qui veut m'amener là depuis 10 ans. Moi, j'ai aucun désir de ça. Mais c'est bien correct. Le but est qu'après notre été, quand on se raconte nos vacances, on a tous les deux le cœur léger puis les yeux remplis de lumière. Mais elle, avec tous ses week-ends de camping, puis moi, soit parce que j'ai voyagé à l'international ou dans des beaux hôtels ou parce que j'étais dans un super beau petit resort sur le bord de l'eau, c'est pas de la même façon. Mais ce qu'on veut, c'est avoir autant cette satisfaction-là puis ce sentiment de vivre notre best life, comme on dit. Mais ça, c'est pas en imitant nécessairement ce qui donne les papillons aux autres que tu l'as, tu sais. Fait que ça a quand même été un long détour, mais voici où j'en suis maintenant. Mais tu as dit tellement plein de choses intéressantes. Là, je pense que j'aurais plein de balles à rebondir dessus. Mais tu parlais aussi de notion de son propre succès. Puis je pense que ça, c'est le point ultra important. Je pense que tu as vraiment mis le doigt dessus. En fait, c'est que souvent, c'est que il y a comme une forme de succès qui est valorisée dans notre société très, énergie masculine, il faut, comme tu l'as dit, ce qui amène des gens à viser peut-être des objectifs comme un chiffre d'affaires, hein, pour reprendre le sujet initial de notre discussion de départ. Puis, ce qui nous amène aussi à être comme attirés ou à voir, le fameux syndrome de l'objet brillant, là, de toujours voir, OK, c'est peut-être ça, en fait, que ça prend. Puis, j'en ai déjà parlé quelque temps, mais je ne sais pas sur le podcast si j'en ai parlé, mais les fameuses, comme tu disais, les méthodes pour faire X nombre de dollars par mois de façon assurée, générer des clients en abondance. Là, tu dis, ben voyons donc que ça fonctionne parce qu'on se laisse comme... Je pense qu'on se laisse imposer une vision du succès qui n'est pas la nôtre. Puis dans la publication que j'avais faite, puis qui est finalement devenue aussi un article de blog, c'était de me dire, OK, mais quand on regarde les chiffres ou quand quelqu'un va utiliser son chiffre d'affaires, genre, je suis coach d'affaires, je suis crédible, regardez-moi, je fais 500 000 par année. Mais, tu sais, il y a tout le temps des mais. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, c'est que peut-être que je suis trop réaliste ou terre à terre, mais c'est que souvent, je regarde, je suis comme, oui, mais attends, là, tu ne peux pas dire ça aux gens. Les gens voient juste le 500 000 par année, mais ils ne voient pas l'équipe de 20 personnes derrière. Il faut que tu les payes, ces 20 personnes-là. Est-ce que tu as du temps libre ou tu es toujours sur ton téléphone en train de répondre à des messages privés pour ton équipe, justement, parce qu'une équipe, c'est le fun de déléguer, mais ça prend du temps aussi de déléguer, tu sais. Fait que, il y a tout ça dans la réflexion de OK, mais qu'est-ce qu'on veut mettre de l'avant, puis qu'est-ce qui est important pour nous? Puis c'est rarement le chiffre d'affaires. Dans le sens, c'est pas ça, c'est le rythme de vie, c'est le style de vie qu'on recherche souvent. Bien, oui, tu as tout à fait raison. Si on prend on va dire la question des chiffres, vraiment, là, qu'on se concentre là-dessus, je pense que l'erreur la plus répandue, c'est de regarder le chiffre d'affaires brut comme étant un symbole de réussite et non pas le ratio qui va nous donner le chiffre d'affaires net, donc les profits. Moi, ça m'est arrivé de coacher des gens qui rapidement, en 1 an, ont dépassé les 100 000 $ de revenus. Donc, en ont parlé, ça semble très enviable. Mais moi, en coaching, je voyais qu'il y avait plus de 80 000 en dépenses. Ouch. Donc, il y avait à peu près le même 18-20 000 qu'un autre débutant qui faisait tout de chez eux, qui ne s'est pas pris de cellulaire, pas pris rien, puis qui a dit moi, je fais le petit écureuil, tous mes premiers mandats ou tous mes premiers bijoux que je vends, je réinvestis, je n'achète pas de fourniture tant que je n'en ai pas vendu. Et ça, c'est quelque chose que moi, j'ai été, si on peut dire, amenée à comprendre dans l'industrie du voyage. Parce que pour faire un topo rapide, dans l'industrie du voyage, lorsque les agences de voyage vendent aux clients, ils vont vendre, prenons un exemple très simple, un forfait dans les Caraïbes à 1 500 $ par personne.
Le client, lorsqu'il donne sa carte de crédit, l'agent de voyage est l'intermédiaire. Il Mhm. va payer le 1 500 $ chez le voyagiste XYZ, vacances quelque chose. Et lorsque le client va partir en voyage, donc il est parti, là. Fait que s'il a réservé 3 mois d'avance, ça prend 3 mois. Là, le voyagiste va retourner une ristourne à l'agence de voyage, un pourcentage sur ce qui a été vendu. Et grosso modo, il y a beaucoup de produits autour de 5, 8, 10 % seulement. Ah, ouais, OK. Donc, si on prend le même topo, un voyage à 1 500 $, on enlève la partie des taxes des frais d'aéroport qui est souvent autour de 300 $, il reste 1 200. Mettons qu'on est optimiste, on a 10 % de ça. L'agence de voyage reçoit 120 $ par passager qui a payé ça. L'agence. Mhm. L'agent est probablement soit à salaire ou à commission ou avec des bonus. Donc, des agents qui vendent 1 million, ça fait une belle publicité de dire, moi j'ai 3 agents, ils vendent 1 million chacun. Mais c'est un peu de la foutaise. Combien il reste? Parce que c'est tous tes agents qui vendent 1 million. On enlève toutes les taxes sur leurs produits vendus, puis qui ont tous vendu à 10 %, bien, ils ont peut-être généré autour de 75 000 – 80 000 $. Mais la réalité, c'est que beaucoup d'agents ne sont pas très nécessairement alertes à est-ce que je réserve chez tel voyagiste parce qu'on a 10 % ou chez lui parce qu'on a 7 %? Est-ce que je vends des produits complémentaires? Est-ce que j'ai vraiment accompagné mon client? Donc, la moyenne se situe beaucoup plus souvent autour de 6 %. Fait que le but, ce n'était pas toujours de vendre le plus de voyages. C'était de dire, est-ce que je suis mieux d'avoir peut-être moins de clients, mais de leur offrir un service plus complet, de leur vendre des fois des excursions ou des produits qu'ils veulent de toute façon, puis que quand je leur réserve, là, ce fournisseur-là me donne 15 %, me donne 20 %. Donc, moi, je disais souvent aux conseillères, ce n'est pas ton chiffre de vente que je veux qu'il augmente, c'est ton ratio que je veux qu'il augmente. J'aimerais que tu sois sensibilisé qu'à produit égal, vendu par 2 voyagistes avec heures de vol comparables, il y en a un qu'on fait 3 % de plus. Puis j'aimerais ça, que tu sois sensibilisé à ça. Donc, j'ai appris comme ça, puis ça m'a suivi dans ce que je fais maintenant, puis c'est ce que je regarde beaucoup avec les entrepreneurs et je serais très curieuse. Moi, dans mon domaine qui est le coaching maintenant, on voit beaucoup, moi je vais appeler ça des coachs vedettes ou des coachs gourous. Là, les gens ne voient pas, mais j'ai mes beaux doigts en guillemets. Oui, des gros guillemets. Quand je suis très, très fâchée, j'appelle ça des faux coachs. Parce qu'un des piliers du coaching, du rôle de coach, c'est l'humilité. C'est ce qu'on apprend. Fait que c'est pas de dire regardez qui je coach, c'est pas de dire regardez combien je charge pour coacher. Là, on n'est pas dans le coaching, tu sais. Mais cela dit, ce qui est très à la mode, c'est de faire des stratégies de lancement avec un webinaire, puis avec une grosse poutine de plein de courriels et tout ça, et tout ça, et tout ça. Mais je serais curieuse de voir des gros lancements brillants, là, comme on en voit passer, combien ça a coûté, combien ça a généré, combien il y a de personnes impliquées là-dedans et en quoi c'est satisfaisant pour cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle va chercher là-dedans? Parce que si c'est aligné à tes valeurs, à ta vision, c'est une chose. Mais dans beaucoup de cas, on commence à en parler un peu, des gens parlent de la fatigue des lancements, de toutes ces stratégies-là, comment c'est énergivore, puis comment des fois on se ramasse après à dire, le jeu valait-tu la chandelle? Alors, c'est là où je pense qu'il y a une réflexion à y avoir. Et là, ça peut s'appliquer autant pour quelqu'un qui fabrique des produits, hein. Le but, je parle souvent avec mes coachés qui sont dans le produit puis qui vont me dire « Ah, Mélissa, j'aimerais ça reprendre une rencontre avec toi parce que là, tu sais, je suis à un autre step, là. Je veux augmenter mes ventes. » Puis je leur dis souvent « Ah oui, tu veux augmenter tes ventes? » Puis là, ils me disent « Ben oui. » Là, je leur dis « Tu veux augmenter tes ventes ou tu veux augmenter tes revenus? » Ben c'est la même chose. Non. Parce que souvent, exemple, dans le commerce en ligne, augmenter tes ventes, si tu as juste plus de clients à ton produit le moins payant, ben tu le manges en frais de shipping ou en temps. Ah oui, ça va vite, là. Ouais.
Alors, si tu veux augmenter tes revenus, est-ce que tu vas augmenter ton panier moyen? Est-ce que tu veux essayer de mettre de l'avant un produit qui a une meilleure rentabilité ou que tu peux sous-contracter? Donc, la réflexion est beaucoup plus subtile et nuancée. Et pour moi, le chiffre d'affaires, c'est pas signe. On a vu des multinationales, des grandes entreprises, pour ne pas les nommer, des bombardiers, pas être capables de survivre sans le financement de l'État. Ça veut absolument rien dire, le chiffre d'affaires ou combien tu vends ton produit fort. C'est vraiment qu'est-ce qui reste. Parce que ce qui reste, c'est ça. C'est ça qui est à nous. Donc, autant qu'est-ce qui reste au niveau de mon style de vie. Quand je me couche le soir, qu'est-ce qui reste après ma journée? Est-ce que je suis heureuse de vivre cette vie-là? Qu'est-ce qui reste après toutes les actions que j'ai faites, après toutes les stratégies, après tous les appels? OK, il reste tant de dollars. C'est ça. C'est avec ça qu'on vit, là. Tu sais, à l'échelle de l'entrepreneur aussi, ce que je vois, tu sais, parmi certains de mes clients ou des collègues virtuels, disons, que j'aime appeler, je vois beaucoup aussi la surabondance de formation, de coaching. Tu sais, c'est pas normal que tu aies 3-4 coachs en même temps. Je veux dire, au niveau de l'investissement que ça te demande. Puis là, je te parle, tu sais, d'entrepreneurs mais en bas de 100 000, là, tu sais, mettons. Ouais. C'est pas normal que tu t'inscrives dans toutes les formations qui disent la même chose, mais dans des angles différents à chaque année. Tu sais, je veux pas donner de nom, mais dans le sens des noms de formation, mais tu sais, il y en a beaucoup qui existent sur le marché. Puis des fois, je côtoie des entrepreneurs qui en font 4 en même temps. Fait que là, je me dis, mais où tu trouves le temps, puis où c'est rentable de faire ça? Comme, est-ce que tu peux garder ces connaissances-là puis les appliquer ou tu n'as même pas le temps parce que tu es toujours en train de consommer de la formation, puis tu sais, c'est ça mais aussi on est dans une société de consommation, hein? Fait que, tu sais, le comportement qu'on a, souvent, on va dire de jeter quelque chose au lieu de le réparer, puis de toujours acheter le nouveau modèle de quelque chose. Bon, on le reproduit en tant qu'entrepreneur, en gérant notre entreprise aussi. Et l'humain, ça fait souvent sourire quand je dis ça, mais l'humain, c'est une petite bête paresseuse, là. Le cerveau humain, on va souvent le comparer à un hamster parce qu'il veut être dans sa roue puis gruger son petit bout de laitue, puis c'est tout, là. Fait que oui, on est toujours à la recherche de la recette miracle, tu sais, qui va prendre le moins de temps, le moins d'efforts et rapporter le plus. Mais on ne réalise pas nécessairement, puis je suis passée par là dans plein de sphères et plein de niveaux, là, que l'énergie qu'on met à chercher puis à toujours emmagasiner des choses versus de se dire chaque jour, tu sais, le fameux un jour à la fois. Aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire d'intentionnel pour ma business? À chaque jour, je vais appeler 2 clients pour savoir comment ils vont, prendre des nouvelles, leur parler de mon nouveau produit. Ou à chaque jour, je vais prendre le temps de clarifier mes 3 priorités pour arrêter de faire n'importe quoi ou de travailler le soir après que les enfants sont couchés. On néglige la portée des actions simples et alignées dans un même but, puis de l'effet cumulé. Il y a un livre là-dessus qui a été écrit aussi de faire une grosse boule de neige à nos actions. On est plutôt à touche à tout. Puis, tu sais, moi, je suis une fille multipassionnée qui a souvent besoin d'essayer 2-3 choses en même temps. Mais il y a une différence entre dire, par exemple, moi, j'ai souvent 2 ou 3 livres en même temps. Un roman, puis peut-être un livre de développement personnel, puis peut-être un livre plus business. Fait que selon la journée que j'ai eue, on dirait que je vais avoir comme besoin d'aller un peu contrebalancer. Alors, si j'étais plus dans l'humain, je vais aller plus dans le business. Si je suis très fatiguée, je vais aller dans mon roman. Mais si je deviens systématiquement quelqu'un qui lit 4 pages de chaque livre puis qui finit jamais, je ne serai pas heureuse, je ne serai pas bien. Je vais me dire, aïe, comment ça, j'ai plein de livres partout, je me sens envahie, je finis jamais rien. Donc, c'est le même principe. Ça se peut que là, présentement, cette année, j'ai 2 ou 3 points que je vais adresser, puis je me fais coacher ou que je prends des formations différentes, c'est une chose. Mais de systématiquement aller chercher, peut-être qu'elle me donnerait une stratégie de réseaux sociaux ou une affaire qui va faire changer ma business. Une mentor que j'aime beaucoup, que j'ai suivi son programme aux États-Unis, qui est Mary Forleo, elle dit souvent, tu sais, il n'y a personne qui va te donner
une plus grande chance de réussir dans ta business comme tu veux que toi-même à chaque jour en t'assoyant et en faisant ce que tu as de mieux à faire. Arrêtons de chercher l'affaire qui va donc te rendre populaire et millionnaire du jour au lendemain. Oui. C'est toi qui peux te le donner. Assieds-toi chaque matin en disant, c'est quoi que je veux faire moi? C'est en quoi que je crois? Moi, je pense que mon produit, mon service, ça, quand je fais ça, là, c'est la meilleure chose que j'ai à faire. Fais-le chaque jour avec constance, avec tout ton cœur. C'est sûr que ça va générer de l'impact. C'est sûr que ça va générer des résultats. Mais la plupart du temps, on ne le tient pas assez longtemps. On recule avant, tu sais. Fait que c'est là où je pense qu'il y a une espèce de distraction qui nous est proposée via les réseaux sociaux. Tu sais, on en parle pour les enfants, ça a diminué beaucoup notre capacité d'attention, c'est un stimuli. Donc, on est toujours en train d'aller rafraîchir avec notre doigt sur notre cellulaire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et le contenu rétrécit au niveau de la durée chaque fois. Là, on est rendu avec des reels là, de 30 secondes. Tu sais. Exactement. Donc, on est dans les tendances et tout. Mais tu sais, je pense que ça va au-delà de ça. Et ce que je remarque beaucoup autour de moi, et ça m'arrive, c'est à quel point on aborde souvent la situation complètement à l'inverse. Donc, on va entendre, peut-être que toi, ça t'arrive encore plus qu'à moi. OK, sur quel réseau social je devrais aller? Mais ça, c'est la dernière question. Cette question-là va se répondre si on commence par se demander, c'est quoi que je fais? Dans tous mes services ou tous mes produits, est-ce que je les garde encore tous? Est-ce qu'ils sont tous rentables? Est-ce qu'ils sont tous viables? Est-ce qu'ils sont tous optimisés? Qu'est-ce que j'ai le goût? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe cette année? C'est quoi ma définition de succès? C'est quoi le lifestyle que je veux avoir? Est-ce que ça me tente vraiment de gérer une équipe de 10 personnes? Donc, tu sais, lorsqu'on revient à nous, à la base, moi je dis souvent, tout part de soi et revient en soi. Lorsqu'on revient en dedans de nous, il y a un paquet de questions qui se répondent de soi ensuite. Mais on est tellement dans le contenant, dans le faire, dans le paraître, qu'on enlève tout ça, on l'oublie ou on se dit, ben oui, mais je l'ai déjà fait. Comme j'entends souvent, ah oui, mais moi, je l'ai fait, mon plan d'affaires, quand j'ai débuté. Non, mais c'est pas ton plan d'affaires qui t'a donné une réelle mission. Je te parle pas d'un énoncé qui fait cute sur ton site web. Je te parle d'un sentiment que c'est ce que tu as le goût de faire et ce que tu as à faire de mieux avec tes talents, ta personnalité, ta passion. Ça, là, ça ne s'écrit pas en 5 minutes dans un cours de démarrage d'entreprise. Tu sais. No. Fait que c'est là, je pense, où à vouloir aller trop vite, à vouloir trouver les réponses, on néglige de laisser planer les questions, d'essayer des choses, d'apprendre de ce qu'on vit et de revenir aussi au niveau des stratégies, au fameux principe de Pareto, que d'autres appellent la loi du 80-20, tu sais, de dire, dans le fond, là, si je mets mon énergie, mon attention, mon intention sur le 20 de ma business que je maîtrise le mieux, le 20 de mes produits et services qui sont les plus appréciés ou qui sont les plus optimisés, les 20 de mes clients qui me réfèrent le plus, qui sont des ambassadeurs naturels. Si je reviens à la base, c'est beaucoup plus simple de croître qu'on pense. Mais on est dans le 80 parce que 80, c'est un chiffre plus gros que 20. On se dit que c'est là qu'on devrait aller. Et pourtant pas. Fait que c'est là où il y a vraiment une espèce de shift, si je peux dire, que j'essaie d'induire, que j'essaie de partager aux gens parce que lorsqu'on a nos réelles réponses satisfaisantes, puis lorsqu'on sait que, Colin, c'est vraiment ça que j'ai le goût de faire ou c'est vraiment vers tel genre de modèle d'affaires que j'ai le goût d'aller, c'est tellement plus simple de prendre des décisions. On se sent tellement mieux. Et c'est là où on peut vraiment dire, je profite du voyage, je profite du processus. Je ne fais pas juste attendre les résultats. Parce que la vie, c'est le processus, là. Ce n'est pas le résultat. Le résultat, on passe notre vie à vouloir l'éviter. Le résultat de la vie, c'est la mort. On passe notre vie à vouloir l'éviter, mais on agit dans tout en visant le résultat et non le parcours. Fait que c'est vraiment incohérent, notre affaire. Fait que c'est important de se ramener à OK, attends. Comment est-ce que je peux être bien? Comment est-ce que je peux bien vivre, être heureux, me sentir satisfait, avoir l'impression que je contribue chaque jour, chaque semaine, chaque mois, chaque année
en avançant vers cette espèce d'idéal que j'aimerais, parce que, ben oui, on veut tous améliorer notre vie, puis on veut tous pouvoir se payer des luxes qui nous font plaisir, puis on veut tous avoir du temps pour les activités qu'on aime beaucoup. Ça, c'est quelque chose qui est partagé par tous. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment? Puis est-ce que c'est juste plus d'argent qui t'amènerait à être plus heureux? Ça, c'est un raccourci qui est biaisé. Très inspirant, j'aime ça, j'adore cette vision des choses. Je pense que ça fait du bien à entendre. On devrait en entendre plus des visions comme ça. Puis tu vois, là, j'ai envie de t'amener en fait dans un autre aspect en fait de ton entreprise. Tu l'as dit tantôt, tu t'es lancé dans le monde du coaching en 2012-ish, à peu près. C'est ce que tu m'as dit. Bon, on s'entend qu'en 2012, comment dire, le monde numérique était quand même pas ce qu'il est aujourd'hui. Puis j'ai envie de savoir au niveau stratégie pour développer ton entreprise, pour te faire connaître, ça a été quoi les piliers qui ont réussi en fait à propulser dans le fond ton entreprise? Parce que 2012, il y a beaucoup de choses qui n'existaient pas ou qui n'étaient pas ultra présentes encore. Non, moi, j'ai vraiment bâti ça vraiment par réseau de contact. Moi, je fonctionne très, très bien. Puis quand je dis réseau de contact, c'est pas d'avoir une boîte de 500 cartes d'affaires là, que les gens m'ont donné. Puis moi, je suis vraiment une personne, c'est drôle, je parlais avec une de mes coachées récemment qui travaille au niveau de la réputation en ligne des entreprises, puis du Google, des fiches, des avis. Puis elle me parlait de certaines choses, puis je souriais parce que moi, je vais toujours aller vers des personnes de confiance pour des avis. Je n'ai pas le réflexe d'aller lire des avis en ligne. Moi, je suis une fille de contact de proximité. C'est comme ça que je fonctionne instinctivement. Fait que quand j'ai décidé de lancer ma pratique de coaching, j'ai vraiment, au sens propre, fait un lancement officiel. J'ai loué un restaurant de 100 places, j'ai invité 100 personnes, puis j'ai dit, je vais prendre le micro puis leur dire qu'est-ce que je veux faire. Il n'y a rien de mieux que leur expliquer. Puis si ça leur tente d'en savoir plus, on va se booker des déjeuners, des dîners, des soupers. Puis j'étais dans les restos, puis je parlais de ce que je veux faire, ce que je peux faire. J'offrais d'aller parler à leur entreprise, à leurs employés, de faire des petites conférences en entreprise, des trucs. J'étais longtemps aussi dans le un peu, tu sais, donne-moi ce que tu peux, ce que tu veux. Moi, je veux prendre l'expérience, je veux roder un peu ce que je veux faire. Moi, je fonctionne comme ça. C'est comme ça que j'ai bâti toute ma pratique. J'ai un petit peu plus d'enjeux à amener ma pratique en ligne. OK. Pour moi, la pandémie a été super bénéfique dans le sens où ça a amené moi et toute ma clientèle en ligne par défaut. Mais c'est là où je me reconnais moins dans les stratégies en ligne. Moi, je vis très bien sans réseaux sociaux. Tu sais, moi, je n'ai pas de problème à fermer ça pendant 3 semaines de vacances. J'hésite des fois à le faire parce que je suis comme, ouais, là, je pourrais faire des petites stories, blablabla. Bla, bla. Mais moi, je vivrais très bien sans ça. Ce n'est pas un réflexe naturel. Donc, c'est un enjeu pour moi de trouver ma juste place. Comment je suis bien là-dedans? Parce que j'ai souvent l'impression que ça prend un minimum de stratégie, sinon les fameux algorithmes sont comme un peu contre toi, là, tu sais. Puis ça me dérange. J'ai un peu de difficulté avec ça. Fait que moi, j'ai vraiment bâti ma business par contact, par référence. Puis encore aujourd'hui, quand je vais parler à certaines personnes qui sont plus dans des stratégies numériques puis qui vont regarder mes chiffres, j'ai des petits chiffres au niveau de mes audiences, au niveau de mon infolettre et tout ça, comparé à des gens qui ont du 10 000, 20 000, 30 000 following au Québec et plus, là. Mais mes ratios d'engagement, presque à chaque fois, on me dit « tu es vraiment en haut de la moyenne ». Fait que, tu sais, pour moi, il y a quelque chose là-dedans, tu sais, de dire, ben OK, mais continue à faire ce que tu fais comme tu le fais. Tu sais, c'est pas de la même façon qu'on parlait du chiffre d'affaires, c'est pas le nombre d'abonnés à ta page, tu sais, c'est le ratio. Mais oui, j'ai le même ego que tout le monde, j'ai le même petit hamster qui se dit, mais t'es-tu en train de passer dans le champ? Puis comment ça que telle personne qui fait un lancement, wow, bling bling, a 25 000 personnes qui la suivent? Caroline! J'ai ces mêmes remises en question-là.
Puis c'est ce qui me dérange parfois des réseaux sociaux parce que je trouve que c'est tellement facile d'aller dans la comparaison puis les raccourcis, puis on montre ce qu'on veut bien montrer. Du même principe que quand je te parlais de réseau de contact, ben il y en a qui arrivent avec leur seul habit, avec leur boîte de cartes en dessous du bras, puis qui pitchent ça à tout le monde. Ben il y en a d'autres qui font la même chose sur le web. Mais on dirait qu'on voit moins les fils derrière ça, puis qu'on peut plus se laisser attraper là-dedans. Fait que c'est, pour répondre à ta question, moi, j'ai vraiment bâti ma business par bouche à oreille, par référencement, en misant sur les gens qui me faisaient déjà confiance dans le voyage, par des gens qui m'ont amené à rencontrer quelqu'un. Puis encore aujourd'hui, c'est souvent ça. Hier, je parlais avec quelqu'un qui venait de s'abonner à mon Instagram en lui disant « Salut, je suis contente que tu sois là, blablabla. Ah, c'est une telle qui m'a parlé de toi, qui est quelqu'un avec qui je travaille sur un projet. » Moi, c'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Puis oui, j'aimerais que ma philosophie, mon message, tout ça, ça rayonne plus parce que je veux contribuer, je veux que les gens soient plus heureux. Mais mon apprentissage, c'est de me réconcilier avec le fait que c'est lentement mais sûrement. Puis c'est comme ça que je garde ma couleur. Mais est-ce que c'est toujours facile? Non. Je suis comme tous ceux qui sont probablement Colin, comment ça que ma page, mon post, ma publicité, mon concours n'a pas marché plus que ça? Je trouve que vraiment la sphère web je dirais, est brutale présentement. Tu sais, c'est pas évident. Puis démarrer aujourd'hui, tu sais, post-pandémie ou situation qu'on est, je ne sais pas comment je verrais les choses. Tu sais, je trouverais sûrement des stratégies, mais c'est clair que, tu sais, il y a pas encore beaucoup d'événements présentiels qui sont recommencés et tout. Je ne sais pas comment je trouverais ma place là-dedans. Mais je trouve que les réseaux sociaux, ça confronte beaucoup à la notion de popularité versus succès. Tu sais, que c'est comme deux concepts Tellement. parce que, tu sais, on peut, comme tu dis, avoir une page avec 10 000, mais il y a beaucoup de pages avec 10 000 pour en avoir géré qu'il n'y a pas de succès là, derrière ces pages-là. Il n'y a pas d'entreprise prospère, puis au contraire, il y en arrache, alors que tu peux avoir un entrepreneur qui a 200 personnes qui les suivent, puis ça roule, ça va bien. Fait que, des fois, c'est ça le côté pervers de la chose, là, tu sais. Oui, parce que c'est un peu comme quand on parle du gazon là, chez le voisin. Tu sais, ce que tu vois, c'est le gazon, la belle entrée, le terrassement, puis les belles petites fleurs. Tu ne vois pas l'arrière-scène, tu sais, tu ne vois pas le dans la maison, tu ne vois pas la cour, tu ne vois pas la famille là-dedans, comment elle va. Mais c'est la même chose sur les réseaux sociaux. Ce que tu vois, c'est la bannière puis le nombre de gens qui suivent. Tu ne vois pas le ratio d'engagement, tu ne vois pas le chiffre d'affaires. Puis tu as rarement l'entrepreneur qui va te dire sincèrement comment elle va aujourd'hui, puis comment elle se sent sur son Facebook ou dans son live, ou tu sais, fait que moi, je trouve que c'est un travail constant de se ramener à ça. Ce n'est pas parce que je vois ça que c'est réellement ça. Puis l'autre truc aussi que je trouve qu'on ne parle pas souvent, c'est relié à l'algorithme, mais c'est le fait que ce que je vois n'est pas une vérité. C'est ce que le réseau décide de me montrer. Je donne souvent l'exemple d'une entrepreneur que je suis aux États-Unis qui a, je pense, 1 million de followers sur Instagram, puis que son podcast est rendu, je pense, à 75 000 downloads, 75 millions de downloads. Donc, on est dans un range. Puis 9 fois sur 10, quand je parle d'elle, les gens ne savent pas c'est qui. Mais moi, ça m'a amené à Jenna Kutcher. Ah oui, tu la connais. Oui. Mais 9 fois sur 10, quand j'en parle à des coachés, connais-tu Jenna Kutcher? Elle était photographe? Non. Elle a 1 million de followers, 75 millions de downloads. Moi, elle est tous les jours sur mon Instagram. Mais pas sur l'Instagram de tout le monde. Mais ça, on ne le réalise pas. Puis c'est pas juste les boomers qui ne comprennent pas les réseaux sociaux, là. J'ai beaucoup de clients qui je parle qui sont comme, ben voyons, t'as-tu vu passer telle chose? Non. Ben voyons, moi, il est toujours sur mon Facebook. Toi. Ben, il est partout. On le voit partout. Ah. Parce que tu le suis. Puis ça, je trouve que c'est pervers.
Parce que c'est comme ça que dans certaines phases de lancement de formation, tu me parlais que tu as beaucoup d'entrepreneurs qui font 3-4 formations, ils ont l'impression que tout le monde fait cette formation-là, que tout le monde parle de cette formation-là. Non, c'est parce que tu as été cliqué sur la fichue publicité. Fait que là, toi, tu as l'impression que tout le monde fait ça, puis que tout le monde entend parler de ça. Je trouve qu'il y a quelque chose de profondément pervers là-dedans qui me dérange. Fait que c'est pour ça que je dis souvent à la blague, moi, je vivrais bien sans réseaux sociaux, parce qu'il me semble qu'il y aurait une légèreté, puis une espèce de voici ce qu'il y en est. Tu sais, que si je te vois, un peu comme, là, je fais un peu de coq à l'âne, mais un peu comme toute la notion des signes. Tu sais, des fois, quand on se dit, hey, c'est fou, là, ça fait 3 personnes qui me parlent du même livre, je vais aller lire ce livre-là. Bien, des fois, j'ai des coachés qui vont me dire, hey, c'est fou, là, il y a vraiment un signe, j'arrête pas de voir ça sur mes réseaux. Non, ça, c'est du retargeting. Mais on est tellement habitué à penser que ce qu'on voit souvent, attends une minute, ça fait plein de fois qu'on me parle de ce livre-là, que là, ça nous amène à avoir le même raccourci, tu sais. Fait que c'est ça, j'ai comme un malaise avec ça, puis j'ai encore un enjeu à trouver ma place là-dedans, je le dis en toute transparence. C'est pas si clair, c'est pas si évident. Là, je suis en train de préparer un nouveau service, je veux lancer un membership, puis je ne sais pas trop comment me positionner, puis quel outil utiliser, puis comment le promouvoir pour me sentir bien là-dedans. Mais oui, pour rejoindre les gens, parce que l'objectif, c'est que les gens le voient passer puis décident s'ils ont le goût d'embarquer ou pas, tu sais. Fait que pour moi, ça reste un beau grand mystère là, qui est pas résolu. C'est pas une baguette magique ni une recette infaillible. Là. Ça demande réflexion, puis j'ai pas trouvé mes réponses encore. Ben, je pense qu'on pourrait s'en parler longtemps parce que, en tout cas, les réseaux sociaux, c'est juste ça. C'est un sujet très vaste. Là. Il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. On en parlera. Puis, tu sais, comme dernière question rapide en terminant, tu parles beaucoup d'intention. Oui. Dans ton approche, tu sais, de faire des choix avec les bonnes intentions et tout ça. Puis, ce serait quoi ton conseil pour justement l'entrepreneur qui se sent débordé, qui ne voit pas clair, qui ne s'est pas priorisé? Ça serait quoi le conseil pour justement être plus intentionnel dans son entreprise? Puis, tu aborderais ça de quel sens finalement? L'intention en soi, c'est quelque chose d'assez intangible puis qui demande un certain temps à saisir. Mais la première étape que je propose aux gens, c'est en 2 questions. Parce que selon la façon d'aborder la situation des gens, il y en a une ou l'autre qui fait plus de sens. Mais pour mieux travailler avec l'intention, c'est soit de se demander, OK, ici, maintenant, qu'est-ce que je veux le plus? Donc ça, c'est ce qu'on appelle la source. Parce qu'on fait toujours nos actions à partir d'une source, qui est l'intention. Donc, si je me demande, je commence ma journée, OK, ici, maintenant, là, c'est quoi qui est le plus important? Pas c'est quoi qui est le plus pressant, le plus urgent. C'est quoi qui est le plus important? Là, je reviens à une réponse. Il y en a pour qui ça ne marchera pas. La question, ça va être, oui, mais au-delà de tout ça, qu'est-ce que je veux? Parce que l'intention, c'est une boucle. C'est ce qui m'amène de maintenant à au-delà de tout ce que je vais faire, qu'est-ce que je veux que ça amène? Donc, si je me demande, oui, mais OK, là, je te disais, je vais lancer un nouveau service. OK, mais qu'est-ce que je veux ultimement avec ce service-là? Je veux rejoindre plus de gens, je veux coacher plus de gens, je veux rendre mon service encore plus accessible en temps et en investissement. Là, je reviens. Qu'est-ce qui est le plus important pour m'aligner à ça? Donc, c'est vraiment d'enlever la notion, d'enlever le milieu, la notion de moyens, de stratégie, d'objectif pour dire ici, maintenant, qu'est-ce qui est le plus important? Ou, oui, mais après tout ça, là, ultimement, qu'est-ce que je veux qu'il reste? Et c'est là qu'on a les 2 pôles pour aligner ensuite de ça les actions, les moyens, les objectifs pour aller vers ça le plus possible. Je pense que ça permet d'épurer aussi ce qui est en surplus. Il y en a beaucoup de superflu là, dans une business. Vraiment. Quand on se laisse submerger par les « il faut », comme tu disais au début, là, ça peut être assez... le mot qui vient, c'est en anglais, là, mais tu sais, c'est « overwhelmed ». C'est comme sentiment, là, finalement.
Oui, vraiment. C'est vraiment cool comme discussion. Je pense que j'aurais continué, mais là, je me dis, les gens, à un moment donné, ça va être trop long, ils ne voudront plus nous suivre. Ben Mais oui! en terminant, j'aimerais ça, en fait, que tu puisses nous dire où on peut te suivre, puis finalement, ce qui s'en vient pour toi dans les prochaines Super. semaines. Ben, je suis plus active sur LinkedIn et Instagram. On peut me trouver aussi sur Facebook. Dans les 3 cas, c'est le même nom, Mélissa Miron Coach, pour me trouver. Et il y a 50 épisodes de podcast en ondes déjà sous le podcast M'entreprendre. Donc, c'est sur toutes les plateformes principales. Et on peut accéder à tout ça via mon site web, mélissamiron.com. Ce qui s'en vient au moment où nous, on enregistre, on fait la transition vers l'automne, ben, c'est la retraite stratégique annuelle qui est pour les femmes solopreneurs entrepreneurs. Ça, c'est toujours en novembre à Estérel dans les Laurentides. Et le lancement du membership. Donc, dans le fond, je veux créer une communauté de solopreneurs, d'entrepreneurs qui ont le goût de venir se recentrer mensuellement. Donc, avec du coaching, avec des invités qui seraient soit des entrepreneurs qui peuvent nous inspirer à entreprendre avec plus d'alignement puis d'intention, ou un peu des mentors qui peuvent nous aider de par leur expertise ou de par ce qu'elles ont à nous amener à mieux se recentrer régulièrement. Donc, ça, c'est ce qui s'en vient. Il y a une liste d'attente VIP qui est ouverte sur mon site web aussi pour celles et ceux qui seraient intéressés et qui voudraient tout savoir avant tout le monde de ça qui s'en vient. Fait que ça fait pas mal le tour. Cool! Ben alors, j'invite tout le monde à aller te suivre pour en savoir plus. Puis, ben, je te remercie d'être passé me voir pour la petite jasette. Super intéressant. Comme j'ai dit, je pense qu'on aurait pu continuer encore pendant des heures, mais... Vraiment, mais merci de l'invitation. C'est super intéressant. J'ai beaucoup, beaucoup aimé ton énergie. Fait que c'est sûr qu'on va se reparler et on va continuer nos discussions. Oui, super. Ben, merci tout le monde. À la semaine prochaine. Si tu as aimé l'entrevue avec Mélissa Miron, je t'invite à laisser une note de 5 étoiles sur l'application Apple Podcast ou sur l'application de ton choix. En fait, c'est une façon d'encourager le podcast et de mieux le référencer. Donc, un petit coup de pouce qui fait toujours plaisir. Et sinon, ben, je t'invite à m'envoyer tes questions, tes commentaires par courriel à mélanie@synapsemarketing.ca. Et on se retrouve la semaine prochaine avec un autre épisode de 180 degrés. Bye tout le monde, bonne semaine!